Et si la plus grande révolution africaine ne se jouait ni dans les uniformes, ni sous la bannière d'un pays étranger, mais dans une simple poignée de main offerte dans la poussière rouge de Ouagadougou? Imaginez, loin des projecteurs de Washington ou des salons dorés de Paris, l'une des rencontres diplomatiques les plus inattendues du siècle a lieu sur les terres sèches du Sahel. Le Libéria, longtemps vu comme l'enfant modèle de l'Amérique, traverse toute l'Afrique de l'Ouest pour venir saluer un homme que l'on jugeait insignifiant hier et qui incarne aujourd'hui l'espoir d'un continent. Le capitaine Ibrahim Traoré, ce héros que beaucoup refusaient de prendre au sérieux il y a encore quelques années. Tout en apparence séparait ces deux nations. D'un côté, le Libéria, né sous l'ombre des étoiles américaines, avec une constitution, une monnaie et des rêves copiés sur ceux des États-Unis. De l'autre, le Burkina Faso, pays fréquemment oublié, que l'Occident réduisait à deux mots, pauvreté et instabilité. Pourtant, c'est désormais vers Ouagadougou, non vers les capitales occidentales, que le Libéria se tourne en quête de réponses et peut-être d'une nouvelle inspiration. Ce geste n'est plus celui d'un élève quémandant l'approbation d'un maître. Il marque le début d'un dialogue d'égal à égal. Une Afrique atlantique qui vient demander à une Afrique sahélienne comment retrouver fierté et souveraineté. Cette poignée de main, à l'abri des caméras, incarne un basculement discret mais potentiellement historique. La volonté de bâtir des ponts entre la mer et le désert, entre générations, entre histoires longtemps fragmentées. Mais cette rencontre dépasse de loin une simple alliance. Car si l'Afrique manque cette chance unique de s'unir, d'apprendre d'elle-même et de croire en sa propre force, elle risque de s'enfermer encore dans le même cercle d'attente, de dépendance, de perte colossale et d'humiliation. L'enjeu est immense. Il ne s'agit pas seulement de milliards perdus, mais aussi de dignité et d'indépendance. Dans la brume ocre de Ouagadougou, une question brûle, qu'aucun investisseur ou conseiller étranger ne pourra jamais trancher. L'Afrique est-elle enfin prête à écrire sa propre histoire, sur ses propres terres, avec ses propres mots? Pour saisir la portée de ce moment, il faut revenir sur l'histoire tourmentée du Libéria, et sur la vague silencieuse qui s'élève aujourd'hui au cœur du Sahel. Le passé du Libéria, marqué par l'influence américaine et les désillusions, éclaire la portée de ce rapprochement inédit. Retour sur une histoire de promesses brisées et d'identité en quête de renaissance. Comment un pays forgé au nom de la liberté a-t-il pu se retrouver captif de la dépendance? Imaginez le Libéria, une nation née du rêve d'anciens esclaves, revenus bâtir leur terre promise. Dès sa fondation, le pays s'est voulu la copie conforme des États-Unis sur le continent africain. Le drapeau arbore fièrement les mêmes couleurs, une étoile solitaire trônant parmi les bandes rouges et blanches. Sa monnaie, son économie, sa politique, tout reste siècle après siècle irrémédiablement lié à l'Amérique. Le destin du Libéria semble écrit de l'autre côté de l'Atlantique. Pourtant, sous cette protection, un piège s'est refermé. L'aide étrangère afflue, mais la vie reste précaire. Plus de 6 Libériens sur 10 ont moins de 25 ans. À Monrovia, 7 jeunes sur 10 ne trouvent aucun emploi stable. L'avenir se réduit à des promesses vides, entre coupures d'électricité, écoles bondées, hôpitaux démunis. La dépendance n'est pas seulement dans les chiffres, elle s'est infiltrée dans les esprits. Des générations entières ont appris à attendre. Un plan venu de Washington, une subvention de Paris, une approbation du Fonds monétaire international. Peu à peu, la liberté s'est dissoute dans la passivité. À quelques centaines de kilomètres au nord, un autre pays a choisi de rompre ce cercle. Le Burkina Faso, longtemps qualifié d'homme malade du Sahel, a refusé d'être une victime. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une révolution discrète a germé. Là-bas, plus question d'attendre l'aide étrangère. Les Burkinabés ont lancé le Fonds patriotique, une cagnotte alimentée par les citoyens, riches ou modestes, sans condition. Ils construisent ensuite des centrales solaires, reprennent la maîtrise de leurs terres, jurent de défendre leur souveraineté à tout prix. Un contraste saisissant est alors apparu. D'un côté, le Libéria, héritier d'une indépendance inachevée, de l'autre, le Burkina Faso, enclavé et méprisé, mais désormais debout, traçant sa propre voie. Ce face-à-face bouleverse l'Afrique. La jeunesse observe, les dirigeants doutent. Si le Burkina peut avancer sans attendre l'Occident, pourquoi le Libéria ne le pourrait-il pas? Car tant que rien ne change, le piège se resserre. Le Libéria, comme tant d'autres nations africaines, reste prisonnier d'un système qui broie les rêves de sa jeunesse. Le temps, l'argent, la dignité, tout s'évapore vers l'extérieur. Mais sur la terre rouge du Sahel, une idée nouvelle s'enracine. Et si pour la première fois depuis des générations, l'Afrique osait croire en elle-même? C'est à Ouagadougou, capitale burkinabé, que deux destins opposés vont se croiser.
Un sommet discret mais chargé de tensions prépare le terrain pour un basculement inédit. Le vrai adversaire n'est plus le colon étranger. Aujourd'hui, c'est la résignation silencieuse qui sape l'Afrique de l'intérieur, un poison lent qui se glisse dans les esprits. À Monrovia, la jeunesse du Libéria ne se contente plus de subir l'actualité. Elle guette l'écho du Sahel, ce Burkina Faso naguère moqué, désormais salué pour avoir osé affronter l'ordre établi. Dans les universités, sur les marchés ou près des vagues, un même refrain s'installe. Pourquoi pas nous? Cet éveil ne connaît pas de frontières. De Dakar à Cotonou, un souffle nouveau traverse le continent. Si le Burkina Faso relève la tête, pourquoi pas toute l'Afrique? Le modèle sahélien devient un miroir, forçant chaque génération à s'interroger sur sa propre capacité d'action. Dans cette tension fébrile se tient le sommet de Ouagadougou. Pas de tapis rouge ni de projecteurs occidentaux, juste une salle modeste où fusent les idées. Les délégations sont sobres, l'ambition, elle, est immense. Fini l'ère des suppliques, il s'agit désormais de construire. Contre toute attente, la délégation libérienne présente 4 propositions précises. Premièrement, solliciter l'appui du bloc sahélien, l'Alliance des États du Sahel, pour parler d'une seule voix à l'Organisation des Nations Unies. Deuxièmement, ouvrir les ports libériens aux produits du Sahel, rompant le monopole des puissances sur le commerce maritime. Troisièmement, lancer une coopération sécuritaire africaine, où l'expertise circule entre voisins au lieu d'être importée. Enfin, créer une banque de développement indépendante, financée uniquement par les États membres, capable de prêter sans l'aval des institutions occidentales. De ce huis clos naît une idée inattendue, le corridor Atlantique-Sahel, un axe d'échange, de formation et de solidarité reliant la mer et le désert, symbole d'une interdépendance africaine qui ne signifie plus soumission. Mais l'idée la plus subversive, celle qui fait trembler les ambassades étrangères, se résume à ceci. Et si l'Afrique commerçait avant tout avec elle-même? Et si les matières premières du Sahel traversaient librement jusqu'au port du Libéria? Si les ingénieurs burkinabés formaient les jeunes libériens, et inversement? Plus besoin de détourner les richesses du continent pour les racheter à prix d'or. Le dilemme n'est plus technique, mais existentiel. Continuer à exporter la richesse et importer la pauvreté, ou inventer un cycle de prospérité enraciné ici, pour soi-même? Devant cette bifurcation, personne ne peut garantir l'issue de la révolution silencieuse. Mais une certitude demeure. Désormais, il n'y aura plus de retour en arrière. À Ouagadougou, chaque délégué sent le poids de l'histoire. La suite dépendra de leur capacité à transformer l'élan en action concrète. Quand l'Afrique décide de marcher seule, le monde retient son souffle. Les premiers coups de pioche résonnent à la périphérie de Monrovia. Cette fois, aucun casque étranger à l'horizon, ce sont des ingénieurs burkinabés, des investisseurs libériens et des étudiants venus de tout le continent qui orchestrent le chantier. Ensemble, ils inaugurent la construction du corridor qui reliera, pour la première fois sans intermédiaire, la mer aux confins du Sahel. Chaque jour, le projet gagne du terrain. L'image d'un train quittant l'océan pour filer à travers savanes, mangroves et falaises jusqu'au pays du vent affole les réseaux. Sur les murs, dans les chansons, sur des centaines de forums et des milliers de hashtags, ce train devient le symbole d'une Afrique qui ose rêver plus grand. La jeunesse s'empare du mouvement. On trace le corridor sur les cahiers d'école, on le peint en graffiti dans les rues d'Abidjan, de Bamako et jusque dans les ruelles de Lagos. En ligne, les débats s'enflamment, des collectifs se forment et un mot d'ordre s'impose. Le futur se construit ici, par nous et pour nous. Mais ailleurs, la fébrilité grandit. Dans les capitales occidentales, analystes et diplomates observent ce réveil africain avec inquiétude. La perte d'influence se fait sentir, la peur d'un précédent plane. Si le corridor réussit, que restera-t-il de l'ordre ancien? Même à l'intérieur, la tension monte. Certaines élites, habituées à des partenariats dociles, voient leur position fragilisée. On craint l'isolement économique, la fermeture des vannes d'aide, la chute des réseaux d'influence, mais la jeunesse rétorque « mieux vaut marcher seul que ramper ensemble ». Reculer n'est plus une option. Ce qui n'était qu'un slogan s'incarne, la souveraineté se vit désormais dans la façon dont on construit, dont on échange, dont on rêve. Les marchés s'ouvrent sans tampon occidental, les décisions se prennent en langue locale et l'on ose, pour la première fois depuis des générations, croire en sa propre force. L'enjeu est colossal. Si la foi vacille, tout peut s'effondrer. Mais si elle tient, alors naît une Afrique nouvelle, fière, indépendante, enfin maîtresse de son destin. Mais la route n'est pas tracée d'avance. À l'ombre des chantiers, de nouveaux défis attendent ceux qui osent bâtir l'avenir.
Et si la révolution véritable ne surgissait plus des palais, mais des mains de chacun? Et si le destin de l'Afrique ne tenait plus à des accords signés loin d'ici, mais au choix quotidien de ses propres filles et fils? De Ouagadougou à Monrovia, la leçon du Sahel était limpide. Nul avenir durable sans solidarité réelle, sans force collective, sans foi en l'ingéniosité locale. Dans les villages, sur les marchés, dans chaque quartier, l'union des talents et la confiance partagée font éclore le changement. C'est le moment d'inventer des emplois, non de les attendre. De bâtir, d'entreprendre, de transformer nos réalités, plutôt que de rêver à l'exil. Nous pouvons faire pousser ici ce que tant de jeunes vont chercher ailleurs. Regardez autour de vous. La jeunesse, la diaspora, les femmes innovatrices sont les moteurs de ce renouveau. Chacune et chacun peut agir, même avec peu. Un groupe d'amis lance une banque locale, des voisins créent un fonds communautaire, des villages investissent dans le solaire pour s'éclairer et s'émanciper. Des collectifs réclament la révision des contrats miniers pour que la richesse profite enfin à tous. Ce sont des révolutions discrètes, mais puissantes. L'unité africaine ne naît pas des discours, mais de la confiance en soi de millions d'hommes et de femmes, de la certitude qu'aucune puissance extérieure ne donnera à l'Afrique ce qu'elle ne conquiert pas par elle-même. L'indépendance ne se mendie pas, elle se construit patiemment, courageusement, ensemble. La souveraineté ne s'offre pas, elle s'obtient à force de petits gestes additionnés jour après jour. Le risque est immense. Si chacun attend que le changement vienne d'ailleurs, le nouvel élan du continent mourra étouffé par l'attentisme. Mais si chacune et chacun ose croire en son pouvoir d'agir, alors l'Afrique peut se transformer à jamais. La vraie révolution, celle qui dure, ne crie pas. Elle commence par une poignée de main, un projet commun, le refus de partir, le désir profond de bâtir ici. Voilà le choix d'une génération. L'heure est venue de refermer ce chapitre, mais pas sans vous. La suite s'écrira ensemble, car chaque révolution, pour grandir, a besoin de témoins qui se lèvent et deviennent acteurs. Mais une question demeure. Comment transformer cet élan individuel en véritable force collective? La réponse pourrait bien se trouver dans l'alliance inattendue née à Ouagadougou. L'histoire ne demande aucune permission pour s'écrire. Et si cette fois, c'était à vous d'y croire? Aujourd'hui, ce n'est plus un rêve lointain. Ce qui s'est joué à Ouagadougou entre le Libéria et le Burkina Faso fait basculer le récit africain. Soudain, il appartient à ceux qui osent s'en saisir. Deux nations, longtemps considérées comme simples figurantes de la scène mondiale, se sont rencontrées, se sont regardées sans détour et ont décidé de marcher ensemble. Elles lancent un défi. Censez oser vous aussi. Ignorer cette chance, c'est condamner l'Afrique à rester spectatrice de sa propre histoire. C'est accepter de voir encore des milliards s'envoler chaque année, de regarder nos jeunesses s'exiler et de porter sans mots le poids d'une humiliation insidieuse. Chaque hésitation, chaque renoncement, c'est du temps volé à l'avenir, de la réputation sacrifiée dans l'arène mondiale. Mais rien n'est écrit d'avance. Si un pont s'est dressé, reliant la mer du Libéria au Sahel burkinabé, c'est que la volonté de changer brûle, plus vive que jamais. Ce n'est pas un slogan, c'est une invitation à réinventer l'indépendance, ni contre les autres, ni en ressassant le passé, mais pour nous, par nous. Ce choix n'appartient à personne d'autre qu'à chacun de nous. Il réclame plus que des mots, des mains qui créent, des esprits qui conçoivent, des cœurs indomptables. Il n'y aura pas de sauveur venu d'ailleurs. L'histoire avance lorsque les peuples cessent d'attendre la bénédiction de quiconque pour être libre. Alors, qui acceptera le relais? Qui refusera de détourner le regard pour que nos enfants sachent un jour que la dignité ne s'achète ni à Paris, ni à Washington, ni nulle part ailleurs? Le silence n'a jamais forgé de révolution. Parfois, il suffit d'un pas, d'un mot, d'une poignée de main pour réveiller tout un continent. L'Afrique n'est plus condamnée à attendre son heure. Elle peut, dès aujourd'hui, la réclamer. Pourtant, il serait naïf de penser que tout se dessinera sans heurts. Le chemin vers la souveraineté africaine est semé d'embûches, tant internes qu'externes. Pour comprendre l'ampleur du défi, il faut revenir sur quelques exemples historiques où le continent a frôlé la Renaissance avant de retomber dans la dépendance. Pensez à la conférence de Bandung en 1955. Des dirigeants d'Afrique et d'Asie s'y sont réunis pour proclamer leur volonté de s'émanciper des influences coloniales et néocoloniales. Mais faute d'unité, de moyens concrets et de volonté partagée, beaucoup de ces promesses sont restées lettres mortes. La même chose s'est produite, dans une autre mesure, lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Les mots étaient avancés forts, mais la réalité a été rattrapée par des divisions internes et le poids des intérêts étrangers. Aujourd'hui, la leçon est claire.
La souveraineté ne s'obtient pas par décret, ni par les seules déclarations d'intention. Elle se forge dans les actes, jour après jour, dans la gestion des ressources, dans la capacité à inventer ses propres solutions. Le Fonds patriotique du Burkina Faso, par exemple, s'inspire de modèles locaux de solidarité, comme les tontines ou les associations villageoises, qui depuis des générations permettent aux familles de financer l'école, la santé ou l'achat de semences. Prenons aussi l'exemple du Rwanda, qui après le génocide de 1994 a choisi de miser sur l'innovation et l'éducation. En investissant massivement dans la technologie, le pays est aujourd'hui une référence en matière de services numériques et de bonne gouvernance. Mais ce succès n'est pas tombé du ciel. Il a fallu des années de patience, de travail acharné et une vision claire de l'intérêt collectif. C'est ce même principe qui anime l'idée du corridor Atlantique-Sahel. Ce projet ne consiste pas seulement à bâtir une ligne de chemin de fer ou une route. Il s'agit de créer un écosystème où les échanges, la formation, la recherche et l'entrepreneuriat local deviennent le moteur du développement régional. Par exemple, une université commune pourrait voir le jour à la frontière du Burkina Faso et du Libéria, accueillant des étudiants venus du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Les cursus seraient adaptés aux réalités africaines. Gestion des ressources naturelles, ingénierie adaptée au climat sahélien, développement de l'agriculture résiliente. L'impact serait immense. Imaginez des coopératives agricoles qui exportent directement leurs produits à travers le corridor, sans passer par des intermédiaires européens. Ou encore des start-up technologiques créées dans le Sahel qui trouvent des marchés au Libéria et au-delà, dans toute la CEDEAO. Ce sont ces synergies qui peuvent transformer le visage du continent. Mais pour que ce rêve devienne réalité, il faut dépasser les vieilles rivalités, les clivages ethniques, religieux ou linguistiques. L'histoire regorge d'exemples où l'unité africaine a été sabotée par la division. Pensons à la chute de l'Empire du Mali, jadis l'un des plus prospères du monde, qui s'est effondré en raison de conflits internes et de la convoitise étrangère. Ou encore à l'échec de la Fédération du Mali dans les années 60, faute de compromis politiques entre ses membres. Aujourd'hui, la donne a changé. Les jeunes, qui représentent plus de 60% de la population africaine, ne veulent plus répéter les erreurs du passé. Ils réclament des solutions concrètes. Accès à l'éducation, à l'emploi, à l'énergie, à la santé. Le succès du corridor dépendra de leur implication directe. Des hackathons, des ateliers de co-création, des forums citoyens pourraient être organisés pour permettre à chacun de proposer ses idées et de participer à la mise en œuvre des projets. Les femmes, longtemps marginalisées, doivent aussi être au cœur de cette révolution. Leur rôle dans l'économie informelle, dans l'agriculture, dans l'innovation sociale est essentiel. Au Burkina Faso, des coopératives féminines gèrent déjà des mini-centrales solaires ou des ateliers de transformation de produits locaux. Au Libéria, des associations de femmes commerçantes ont créé des réseaux de microcrédits qui leur permettent de sortir de la précarité. En mettant à l'honneur ces initiatives, le projet du corridor pourra s'appuyer sur des bases solides et inclusives. N'oublions pas non plus l'importance de la diaspora africaine. Chaque année, des millions d'Africains vivant à l'étranger envoient plus de 50 milliards de dollars sur le continent. Cette manne, souvent supérieure à l'aide publique au développement, finance la scolarisation, la santé, la création d'entreprises. En mobilisant ce capital humain et financier pour soutenir le corridor, l'Afrique peut s'affranchir des conditionnalités imposées par les bailleurs occidentaux. La révolution silencieuse qui s'annonce passera aussi par la réforme de l'éducation. Trop longtemps, les systèmes scolaires africains sont restés calqués sur les modèles hérités des anciennes puissances coloniales. Il est temps de repenser les programmes pour valoriser l'histoire, les langues, les sciences et les technologies adaptées aux réalités locales. Par exemple, au Ghana, l'introduction de cours sur l'entrepreneuriat a permis à des milliers de jeunes de créer leur propre activité dans l'agriculture, le numérique ou l'artisanat. Sur le terrain, des étapes concrètes sont à franchir. Il faudra harmoniser les politiques douanières, simplifier la circulation des biens et des personnes, créer des guichets uniques pour les entrepreneurs. Les gouvernements devront investir dans les infrastructures de base, routes, électricité, fibres optiques, mais rien de tout cela ne sera possible sans un minimum de confiance entre partenaires. La transparence, la lutte contre la corruption, la participation citoyenne seront les garde-fous indispensables de ce nouvel élan. La communication devra aussi être repensée. Il ne suffit plus de s'adresser à la communauté internationale en anglais ou en français. Il faudra parler aux citoyens, dans leur langue, par les radios locales, les réseaux sociaux, les assemblées de quartier.
Les succès devront être célébrés, les échecs analysés sans tabou. Cette culture du feedback constant permettra d'ajuster le tir et de maintenir la dynamique du changement. Les défis sont immenses, mais l'histoire regorge de moments où l'impossible a été surmonté par la volonté collective. L'indépendance du Ghana en 1957, la décolonisation de l'Algérie en 1962, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud en 1994, tous ces jalons ont été franchis au prix de luttes acharnées, mais portés par une foi inébranlable dans la justice et la dignité humaine. Aujourd'hui, la révolution qui s'annonce n'est pas armée. Elle ne se joue pas dans les tranchées, mais dans les bureaux d'études, les ateliers d'artisans, les salles de classe, les marchés animés. Elle s'incarne dans chaque contrat signé localement, dans chaque produit exporté sans intermédiaire, dans chaque décision prise en toute indépendance. Pour que le corridor Atlantique-Sahel ne reste pas un mirage, il faudra s'inspirer des meilleures pratiques venues d'autres régions du monde. En Asie du Sud-Est, l'ASEAN a su créer un espace de libre-échange et de coopération qui a permis à des pays jadis pauvres de devenir des puissances économiques. En Amérique latine, le Mercosur a favorisé l'intégration régionale malgré de nombreux obstacles. L'Afrique peut, elle aussi, inventer son propre modèle en s'appuyant sur ses atouts. Une jeunesse dynamique, une créativité débordante, une solidarité ancestrale. Concrètement, chaque citoyen peut s'impliquer. Organiser des forums locaux pour discuter des enjeux du corridor, proposer des solutions innovantes pour la logistique, la formation, la gestion des terres, lancer des campagnes de crowdfunding pour financer des micro-projets le long du tracé, soutenir les artisans qui créeraient des produits originaux à partir des matières premières locales. Les artistes, les écrivains, les musiciens ont aussi un rôle central à jouer. Par leurs œuvres, ils peuvent raconter l'histoire du corridor, inspirer l'espoir, dénoncer les injustices, fédérer les énergies. Un concours de chansons, un festival itinérant, une exposition d'art contemporain pourraient accompagner chaque étape de la construction, donner une visibilité internationale à cette aventure collective. Enfin, il ne faudra jamais perdre de vue la dimension environnementale. Le Sahel, durement touché par le changement climatique, a besoin de solutions durables. Reboiser les abords du corridor, promouvoir l'agroécologie, développer les énergies renouvelables. Autant de chantiers qui permettront de concilier développement économique et préservation de la planète. À travers ces milliers de gestes, de décisions, d'engagements, l'Afrique pourra tracer sa propre voie. Le corridor Atlantique-Sahel n'est pas seulement une infrastructure, c'est un symbole, un laboratoire du futur, un catalyseur de l'unité retrouvée. La vraie question, au fond, n'est pas de savoir si le projet sera difficile. Il le sera inévitablement. Mais l'enjeu, c'est de savoir si cette fois, l'Afrique saura tenir bon, apprendre de ses échecs, persévérer malgré les obstacles et ne plus jamais attendre que d'autres viennent écrire son histoire à sa place. C'est à cette condition que la poignée de main de Ouagadougou deviendra, dans quelques décennies, le point de départ d'une ère nouvelle. Un jour peut-être des enfants traverseront le corridor dans un train solaire, regardant défiler les paysages du Sahel jusqu'à l'Atlantique, et se diront « Nous avons bâti cela, ensemble, sans rien demander à personne. » Car la dignité ne se monnaie pas, elle se conquiert, chaque jour, par le courage, l'unité, la créativité. Et c'est à cette condition que l'Afrique pourra enfin tenir la plume de sa propre histoire. Alors, êtes-vous prêt à faire ce pas, à croire que le rêve peut devenir réalité, à rejoindre celles et ceux qui refusent d'attendre et choisissent d'agir ici et maintenant? Le relais est tendu. À vous de décider si vous le saisirez. Car l'avenir n'attend que votre engagement, et l'histoire, cette fois, ne s'arrêtera plus.